J'ai 3 courts extraits que j'aimerais partager avec vous avant de prendre la parole. Je me suis souvenu hier de la première fois où j'ai commencé un roman. C'était un dimanche après-midi chez mes grands-parents quand j'avais 10 ans à peu près, 11 ans. Comme le dimanche d'avant, on avait été à Bruges avec mes parents. Ce jour-là, on jouait à Venise avec mon frère et ma sœur. Je me souviens de la fenêtre qui donnait sur un mur de briques. Je me souviens de la table de mamie. Enfin, je veux dire, c'est un souvenir précis. Bon, je voulais écrire une sorte d'aventure à la Stevenson et j'ai eu l'idée de lui donner la forme d'une fausse autobiographie. Je sais pas pourquoi, il me semblait que le récit serait mieux, enfin, serait plus crédible si ça commençait par ma vie réelle. Je ne sais pas très bien ce qui devait suivre, un truc de pirate avec des mystères, mais bon, pour imaginer ces aventures, je m'étais dit qu'il fallait d'abord que je torde le cou à la vraie vie. Comme si, pour imaginer ce que je voulais vivre, il m'avait fallu commencer par la critique de ce que je vivais vraiment. C'est pour ça que j'ai commencé par le récit de ma vie réelle, un récit vengeur. Bon, ma ténacité littéraire n'a pas dû tenir beaucoup plus d'une dizaine de lignes, enfin à peine 5 dans mon souvenir, et j'ai laissé mon œuvre en plan pour rejoindre mes frères et sœurs et jouer avec eux. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. C'est horrible, c'est un collègue de travail. C'est épouvantable. Ah, mais qu'est-ce que tu fous à la piscine? Attends, je te renvoie la question. Là. Situation extrêmement embarrassante. Ah mais attendez, moi ça me fait pas plaisir du tout. Juste en maillot de bain, ça m'est très pénible. Mais pas tant que moi. C'est la dernière fois que je viens, tu viens m'emmerder ici. T'en fais pas, c'est moi qui viens plus ici. Je déteste ça. Je fais semblant d'assumer, mais... Je te présente Sylvia, vous ne me connaissez pas encore? Non. Bon, voilà, c'est fait. En tout cas, ça me pourrait bien ma journée de te croiser ici. Et heureusement, je dois m'en aller, je travaille, moi. Ah ben attends, je vais pas traîner non plus, je suis installé là-bas. Alors, je vais chercher ma serviette. J'espère qu'il ne m'a pas assisté à ma douche. Il m'a déjà vu en maillot de bain, ça va comme ça. Sûrement pas, non? Bon, bah alors, tu accompagnes Sylvia. Moi, j'y cours dans 10 minutes. Il faut que je me sauve. Je vous laisse. Salut. Je te dis pas enchanté parce que je suis pas enchanté du tout. On s'évitera à l'avenir. Bon, bah rentre maintenant que t'es là. Paul était professeur, il se voulait écrivain, et modestement, pensait-il, s'accorder le rang de critique, ce qui lui semblait un parfait moyen terme mérité entre ses activités et ses aspirations. Sylvia, qui aurait voulu enseigner, ne faisait que du secrétariat. Quand Paul et Sylvia étaient ensemble, Sylvia aimait rappeler à Paul sa vraie fonction. T'es prof, t'as une tête de prof. Je ne suis pas prof, je suis critique, répondait-il après, pour cacher derrière ce faux orgueil sa tristesse de n'être pas écrivain. Non, t'as fait 2-3 critiques, pas du tout, t'es prof. Elle savait qu'ainsi elle blessait Paul, qui n'arrivait qu'à opiner. Paul ne pouvait s'empêcher de sourire, tant Sylvia semblait joyeuse d'être méchante. Ce que Paul lui-même n'entendait pas dans ses soudains accès d'altruisme, c'était son envie de la moucher. Il transformait en dévouement la vengeance qu'il brûlait lui infliger et qui la faisait trembler quand elle le défiait. Combien aurait été différente l'histoire de Paul et Sylvia si un jour il avait osé tenir devant la joie mauvaise de Sylvia. Donc, je propose ici une analyse du film « Comment je me suis disputé ma vie sexuelle », film du cinéaste français Arnaud Desplechin, sorti en 1996. Je me focalise plus précisément, sans grande surprise dans le cadre de notre colloque, sur les formes qui prend l'oubli. J'esquisserai aussi quelques liens entre cette étude de cas et des approches théoriques plus générales concernant l'oubli au cinéma. Mon parti pris est assez simple. Me concentrer sur l'oubli est une façon d'insister sur ce qui échappe dans ce film,
film dont on souligne plus souvent le foisonnement, l'excès, le trop-plein. Or, il me semble essentiel d'être aussi attentif à des éléments un peu plus secrets, des absences, des images, des sons, des échos, plus enfouis que patents. Comment je me suis disputé est le deuxième long métrage d'Arnaud Desplechin. Le film relate les aventures amoureuses de Paul Dédalus et explore les relations amicales ou familiales du protagoniste en proie à un certain nombre d'interrogations existentielles. On regarde des liens intimes très forts que Paul entretient avec la plupart des personnages du film, ses amantes, un frère, une sœur, des amis, un cousin, un directeur de thèse admiré. Se tient une autre relation basée sur la méfiance et l'hostilité. L'ancienne amitié entre Paul et Frédéric Rabier a laissé place à des relations beaucoup plus difficiles entre les deux hommes. Anciens camarades, lorsqu'ils étudiaient à Ulm, et tout nouveau collègue de l'université de Nanterre, où Paul enseigne déjà, ces deux anciens amis se sont brouillés. Mais pour quelles raisons, de quelle manière, Paul ne s'en souvient plus et ses proches l'ignorent aussi. Paul Dédalus est incapable de se remémorer le détail et les raisons de sa brouille avec son ancien ami. Ni le spectateur, ni les personnages ne sauront jamais comment Dédalus et Rabier se sont disputés. Le scénario du film, dans sa version publiée, donne bien une explication, mais ce passage de la voix off ne figure pas dans le montage final du film. Je lis à gauche le passage du scénario qui nous intéresse. À l'école normale d'Ulm, ce Frédéric Rabier s'était d'abord laissé aller à s'éprendre de l'image que Paul avait dessinée de lui. En troisième année, il essaya soudain, furieusement, de se ressembler, comme s'il s'ébrouait, pour différer du rôle que Paul lui avait fabriqué avec tant de soin. Paul fut terriblement vexé que Rabier fasse si peu de cas de son exégèse amicale. Et leur amitié cessa là. En revanche, le récit de la brouille dans le film, à droite, est beaucoup plus rapide et sans motivation apparente. Je lis, ancien condisciple de l'école normale d'Ulm, ce Frédéric Rabier s'était épris du portrait que Paul avait dessiné de lui. En troisième année, leur amitié cessa brutalement. De la version écrite du scénario à la version effectivement entendue dans le film, se manifeste une première forme d'effacement. Les raisons de la dispute restent inconnues. La première partie du titre, « Comment je me suis disputé », peut donc d'abord être perçue comme une question, restée sans réponse, auquel manquerait seulement le point d'interrogation. Sans doute a-t-il été effacé, lui aussi. Comment je me suis disputé ? Il n'y a pas de réponse tangible à cette question, pas de souvenir qui viendrait informer le spectateur et le personnage de cette dispute passée. À la question posée, donc, comment je me suis disputé, on est tenté de répondre en faisant référence à une autre pièce de Pirandello que celle qu'a citée Bernabé, donc la dernière pièce de Pirandello, On ne sait comment. Pour poursuivre, à propos du titre, je dirais encore quelques mots des points de suspension. Le titre devait faire figurer le nom du cinéaste bien réel, Éric Barbier, avec lequel Arnaud Desplechin avait eu une altercation. Par décision de justice, le nom d'Éric Rabier dut être effacé et comment je me suis disputé avec Éric Barbier est devenu, de façon un peu plus énigmatique, comment je me suis disputé. Le nom de l'ancien ami a été supprimé et remplacé par les points de suspension. La disparition du souvenir de la dispute dans le film est à l'image de cet autre effacement. À ces deux disparitions dont je viens de parler, donc celle du motif de la dispute qui a disparu à partir du en quittant le scénario, puis l'autre disparition, celle du nom d'Éric Barbier, s'ajoute une plus générale et constante menace d'effacement des mots. Paul a lui-même été malade de silence pendant 3 ans, nous dit-on, ne trouvant personne à qui parler de son amour interdit pour Sylvia. Il arrive en effet que les mots se perdent, malgré l'importance dévolue au dialogue dans le film et à la parole. Le personnage d'Esther, en bas à droite, perd ainsi sa voix lorsqu'une trop forte émotion la bouleverse, et ce, à 2 reprises dans le film. Trop émue, elle doit se taire, la gorge trop serrée pour prononcer un mot, frappée d'un mutisme momentané. Ailleurs, c'est une courte tentative de discussion entre Paul et un ami, en haut à droite, là, sur le PowerPoint. Donc une tentative de discussion à travers la vitrine d'un café qui se solde par une gesticulation muette. Les mots s'effacent aussi sous l'effet de la voix off,
paradoxalement. Je crois qu'on l'a bien vu dans un des extraits que je vous ai montré. Desplechin rappelle souvent que la voix off ramène au cinéma muet. Ainsi, dans ce propos que je cite, on voit bien depuis Casino, donc de Scorsese, à quel point la voix off est un faux problème. Elle est juste comme du piano, comme une musique qui accompagne et s'harmonise au mouvement du film. Si la nouvelle vague a tant aimé la voix off, c'est par amour du cinéma muet, pour libérer le cinéma du son, et ça n'a bien sûr rien à voir avec un cinéma prétendument littéraire. Fin de la citation d'Arnaud Desplechin. La voix off vient en effet occulter, assourdir, rendre inaudibles les mots qu'échangent les personnages. Une parole peut donc ici en chasser une autre. Peut-être d'ailleurs est-ce le propre de tout bavardage, mais il ne me semble pas que dans le film, que le film insiste sur la vacuité ou la vanité des mots. Ce n'est pas exactement ce sur quoi je voudrais me focaliser, mais plutôt donc sur cet oubli des mots. D'ailleurs, si l'on considère que tout enregistrement, tout cadrage, tout montage implique une perte ou un escamotage de ce qui n'est pas conservé dans le cadre, de ce qui n'est pas conservé dans le film, fixer, c'est oublier, peut-on dire, avec une formule synthétique de Jacques Aumont, que je reprends de L'attrait de l'oubli, un ouvrage qu'il a consacré donc à l'oubli au cinéma. Donc si on considère que fixer, c'est oublier, eh bien, il apparaît que la voix, pour sa part, tait autant qu'elle énonce et qu'elle fait entendre. Seule la voix qui fait silence peut parler, pourrait-on dire, en faisant référence à la phrase souvent citée par Jean-Luc Godard et qui guide aussi à plusieurs reprises les réflexions de Jacques Aumont sur l'oubli, dans son ouvrage L'attrait de l'oubli, mais aussi dans un autre ouvrage qui s'appelle Amnésie, fiction du cinéma d'après Jean-Luc Godard. Donc cette autre phrase citée par Jean-Luc Godard, seule la main qui efface peut écrire. Plus rapidement, je voudrais dire qu'au-delà de l'effacement, l'oubli se multiplie de façon assez complexe dans le film, dans un jeu de répétition, d'oubli écran et de souvenirs écran. L'oubli intervient en effet à plusieurs reprises et de différentes manières. Paul, je l'ai dit, a oublié les motifs de sa dispute avec son camarade de la rue d'Ulm, mais aussi, et c'est un peu différent, il a oublié qui il était alors, à quoi il ressemblait lorsqu'il était jeune étudiant. L'oubli du passé met en péril l'identité du sujet. Et au-delà de l'amnésie qui frappe sa relation avec Rabier, Paul subit dans le film une sorte de crise d'aphasie. Il s'arrête en plein footing, prostré, à tel point qu'il doit être pris en charge par des passants. Il racontera un peu plus tard qu'il avait pris conscience du caractère immémorial et hostile des choses qui l'entourent. Immémorial, dont l'origine est trop lointaine pour que l'on puisse s'en souvenir, dit le TLFI. Un oubli généralisé, premier, radical, menace donc, renvoyant la dispute d'Edalus Barbier au simple statut d'anecdote ou d'accessoire. De façon plus ponctuelle, l'oubli qui frappe Paul est dédoublé ou répété dans une autre scène. Son directeur de thèse, Léon Tchernov, est lui aussi atteint d'une perte de mémoire qui lui fait tout de même craindre un syndrome d'Alzheimer. Le digne professeur ne se rappelle pas où il a garé sa voiture, dont il a aussi perdu les clés. Répétition de l'amnésie de Paul sur le mode comique ou ironique, et en même temps plus grave, puisque le diagnostic médical est évoqué. Tchernov craint que la maladie qu'il redoute le prive bientôt de l'usage même de la parole. Disparition des mots, toujours. Répétition de l'amnésie de Paul, qui s'y substitue aussi, puisque le personnage de Tchernov devient, le temps d'une séquence, celui qui oublie. C'est en ce sens que je parle d'oubli écran, qui occulte finalement l'amnésie dont le film devait initialement s'occuper. Une autre manifestation de ces écrans tient aux nombreux souvenirs de Paul. Nous en avons vu un exemple dans l'extrait projeté. Plusieurs séquences du film sont des flashbacks, avec ou sans voix off. Paul se souvient avec précision de son enfance, de ses rencontres, et il dialogue aisément avec son passé, se trouvant même une fois transporté dans son souvenir d'enfance, faisant face au jeune garçon qu'il était. Autre marque de cette facilité avec laquelle le passé peut revenir, Paul est en mesure de réciter, au mot près, semble-t-il, ce qu'il avait écrit 20 ans auparavant dans son premier journal. Ces souvenirs, qui reviennent facilement, avec une qualité de détail tout à fait remarquable, font écran et masquent irrémédiablement l'événement passé du divorce entre Rabier et Dédalus.
J'emploie ce terme de divorce à dessein, puisque le film peut être vu dans une certaine mesure comme une variation sur le genre cinématographique de la comédie de remariage, telle que Stanley Cavell l'a forgée. La brouille, survenue quelques années auparavant, reste invisible, alors que d'autres altercations, d'autres disputes de tous ordres, d'importance moindre généralement, répètent l'événement passé sur un mode atténué ou déplacé. Les couples, mal accordés, se disputent sans cesse. Les amis également. Paul, le protagoniste, se dispute ainsi avec Nathan, au bord d'une piscine où ils viennent tous deux nager entre les cours, nous l'avons vu. Plus exactement, les deux hommes simulent ou jouent tous deux une dispute en exagérant leur gêne, offrant une parodie de la dispute Dédalus-Rabier, resté hors champ. Cette scène de la piscine, qui se trouve assez tôt dans le film, est un flashback. Elle apparaît ainsi comme le souvenir doublement déformé par rapport à l'original de la dispute entre Paul et Rabier. Doublement déformé, car il s'agit ici d'un autre ami de Paul, Nathan, et que la dispute est simulée, je l'ai dit. Elle adopte le ton de la fantaisie et de la complicité. La brouille passée, oubliée, est ainsi déclinée en différentes versions qui offrent chacune un aspect de la dispute invisible. Première variation au bord de la piscine, deuxième variation lors d'un échange violent entre Paul et Rabier dans les locaux de Nanterre, en bas à gauche, là sur le transparent. Troisième variation, à peine esquissée, entre Paul et son cousin Bob, le premier étant agacé, demandant au deuxième d'arrêter de l'imiter. La dispute introuvable est sans doute une synthèse de ces trois-là, et d'autres, encore peut-être, synthèse qui semble se dessiner par surimpression. Le principe de variation, adopté par le film, ressemble à la répétition de ces circuits que Deleuze décrit à la suite de Bergson entre image optique et image souvenir. Deleuze s'attache dans l'image-temps aux troubles de la mémoire, aux échecs de la reconnaissance, après avoir noté que, la citation est en haut à droite, Bergson ne cesse pas de tourner autour de la conclusion suivante, qui va également hanter le cinéma, la reconnaissance attentive, mais ici je pourrais dire la mobilisation d'un souvenir, c'est équivalent. Donc la mobilisation d'un souvenir nous renseigne beaucoup plus quand elle échoue que quand elle réussit, puisqu'échouant, elle renvoie à d'autres images, des circuits incessants qui vont nous renseigner plus sur l'événement que s'il n'y avait qu'une seule image souvenir qui était évoquée. La mise en scène de l'oubli s'inscrit dans une préoccupation narrative et formelle de la filmographie de Desplechin qui s'attache à filmer disparition et retour depuis son premier moyen-métrage intitulé de façon très programmatique La vie des morts. Je ne vais pas développer ce point aujourd'hui, ni la présence de ce thème de l'oubli et de la mémoire chez deux cinéastes qu'aiment beaucoup Desplechin, Claude Lanzmann et Alain Resnais. Je voudrais toutefois évoquer rapidement le film d'un autre réalisateur avec lequel, comment je me suis disputé, me semble entretenir un lien particulier. Il s'agit de Palombella Rossa, film de Nanni Moretti, sorti en 1989. Le film est lui aussi bâti sur une amnésie qui est l'occasion de mêler différentes formes de souvenirs. Michele, le personnage principal, député italien, joueur de water-polo, interprété par Moretti lui-même, est victime au début du film d'un accident de voiture qui entraîne une perte de mémoire. Le personnage a en particulier oublié sa prestation récente à la télévision, qui s'est achevée par un coup d'éclat, ce qui lui vaut les assauts admiratifs et reconnaissants de ceux qui l'entourent. Sa mémoire revient par bribes à l'occasion d'un long match de water-polo, en associant souvenirs d'enfance, souvenirs de l'interview télévisée, souvenirs cinéphiliques, autant de souvenirs personnels qui croisent le collectif du sport, de la salle de cinéma et du Parti communiste italien. Desplechin a indiqué récemment son goût pour le cinéma de Moretti, en insistant sur la manière qu'a le cinéaste italien de se mettre en scène dans ses films. Mais l'influence de Palombella Rossa me semble aller au-delà de ce possible autoportrait du cinéaste. Les deux films, Palombella Rossa et Comment je me suis disputé, associent par exemple à la perte d'un souvenir relativement récent l'évocation de souvenirs d'enfance plus anciens. Et puis, il y a cette piscine de plein air dans les deux films. Palombella Rossa se tient presque tout entier au bord du grand bain, pendant le match de water-polo dont j'ai parlé. Et c'est aussi à la piscine, nous l'avons vu, sous le soleil, que se déroule la scène importante et marquante de la rencontre entre Paul et Sylvia. L'eau, omniprésente chez Moretti, de par le caractère central du match en cours, et à cause aussi du traumatisme de l'enfant poussé rudement dans l'eau alors qu'il refusait d'y entrer. Donc l'eau s'infiltre sous différentes formes dans le film de Desplechin. Outre la piscine, il faut aussi compter avec la pluie, les canaux de Bruges, vite aperçus au début du film, et l'évocation de Venise à plusieurs reprises.
Enfin, à cet élément aquatique, partagé par Moretti et Desplechin, s'associe un même geste, banal, quotidien, celui de sécher les cheveux avec une serviette éponge. Michele Moretti, adulte, se remémore avec mélancolie son enfance perdue, le chocolat chaud, les jours de vacances, et ce geste des mères venues sécher les cheveux de leurs enfants à la sortie du bain. Le film de Desplechin montre un souvenir de Paul, nous l'avons vu, celui d'un rendez-vous secret avec Sylvia par temps de pluie. Lorsque les amants rentrent chez Sylvia, elle a aussi ce même geste qui replace Paul en situation d'enfant. Citation délibérée, mémoire involontaire, migration ou communauté d'esprit, peu m'importe ici, se trouvent reliés dans les deux films l'oubli premier, les souvenirs composites, l'enfance, l'élément aquatique et ce geste d'affection. Et dans le film de Desplechin, c'est un autre retour qui s'ajoute et se manifeste aux côtés des citations de Kierkegaard, Joyce, d'Ibsen. Mais ici, c'est le souvenir cinéphilique d'une amnésie, celle de Moretti. Je ne vais pas vraiment conclure, mais juste résumer très rapidement ce que j'ai voulu indiquer. Première idée, l'oubli contamine le film et se manifeste en particulier par une série d'effacements. Film qui laisse une place très importante à la parole, à l'évocation des souvenirs, à la mise en scène de récits relatés en voix off. Eh bien, ce film est aussi le lieu d'une parole qui risque toujours de s'évanouir. Et il me semble que dans cette dualité se décide une des places qu'occupe l'oubli au cinéma. Deuxième idée, l'oubli est central dans le film, mais c'est un centre absent, et l'idée, qui est somme toute assez naturelle, puisqu'il s'agit bien d'un manque. L'oubli disparaît dans le film, remplacé par des souvenirs, d'une part, mais aussi par d'autres préoccupations que nous suivons et qui ont finalement un lien assez faible avec les problèmes de mémoire et d'oubli. Le film atteint un certain oubli de l'oubli, mais pas dans le même sens que celui qui a été évoqué juste auparavant. L'ancienne brouille, jamais montrée ni racontée, perd de son importance au profit de l'introspection du personnage et de ses aventures amoureuses. La seconde partie du film, Ma vie sexuelle, se substitue même progressivement à la première, relative à la dispute, à tel point que la version anglaise du film inverse les deux propositions pour en offrir une version peut-être plus vendeuse, mais moins fidèle à la dynamique du film, My Sex Life or How I Got into an Argument. Je vous remercie.